Bienvenue à vous sur OM5 TV, Évasion littéraire. J'ai l'immense joie et le plaisir de recevoir Marie-Dominique Chaise, mais qu'on dit plutôt Marido, écrivaine, danseuse, chorégraphe. Votre dernier roman, Les Dunes Sauvages, édition Plomb. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Quel plaisir que j'ai à vous recevoir, Marido. Dites-moi, vous êtes peul de par votre père déjà, oui, mon père est noir et ma mère est blanche. Et russe de votre mère. La notion de langue et de l'écrit dans vos romans, par rapport à ce métissage, donc je reprends un père peul, une mère bretonne et russe. Ouais. Lorsque vous écrivez, est-ce que ce mélange d'écriture et de langue se ressent? Non, parce que moi, mes origines sont vraiment au niveau de l'ADN. C'est-à-dire que, en fait, je n'ai pas entendu autour de moi. Mon père, j'ai pas été élevée avec lui, et ma mère ne connaissait pas son père slave. Donc, vraiment, pour moi, le français, la langue de Baudelaire, la langue j'étais plutôt bercée par la poésie française. C'est ce qui m'a vraiment plu depuis toute petite. J'aime le toucher de votre roman, paraît-il, Les Dunes Sauvages, qu'il est très doux et très sensuel. Sensible, cette couverture pelliculée. Le plaisir des sens, déjà, vous nous emmenez, vous nous faites voyager déjà dans les dunes. C'est la nouvelle, c'est mon éditrice, Lisa Liotto, c'est sa nouvelle collection de littérature contemporaine chez Plomb. Ils ont fait très attention au packaging. J'avoue que moi aussi, je trouvais, voilà, le livre devient pas seulement une gourmandise de l'esprit, mais aussi un objet presque transitionnel. Et Platon ouvre carrément le début du roman. Tout corps couché prend la ligne de l'horizon de l'âme. L'endormi devient le réveillé de l'ombre. Sommes-nous l'ombre de notre ombre? Je trouvais ça joli parce que quand on est comme ça sur une plage, on a des lignes, on a des corps, on a des sensations et on a l'essentiel. Donc voilà. Votre personnage principal qui est Sébastien, il a 40 ans, donc c'est sa crise. Et il a 45 ans, 45, voilà. On le met à la presque middle life crisis. Il lui reste encore 5 ans avant la cinquantaine. Qu'est-ce qu'il a? Il a quelques problèmes. Donc, dans un premier temps, il est réalisateur. Il est réalisateur de pub. Il est dans un moment où il est un peu au point zéro de sa carrière, où il a fait beaucoup de choses, où il a moins fait de choses. Il a passé sa vie à se battre, à être sur les tournages, à être finalement à côté de sa vie. Bien sûr. Et sa femme va la quitter. Donc, c'est un nouveau divorcé qui se retrouve... Tout est en train de s'écrouler autour de lui. Et évidemment, son voyage initiatique va être de reconnecter avec l'être profond qu'il a laissé de côté, un peu comme les choses essentielles. Alors, comment on arrive à sombrer lentement dans cette espèce de chaos, de dépression, et l'idée de ce voyage justement initiative dans les dunes sauvages, ce voyage initiatique? Eh bien déjà, c'est un voyage qui ne choisit pas, parce que la vie est la meilleure des scénaristes, elle vous amène là où vous ne le pensiez pas. Donc Seb part comme ça à l'aventure, il se retrouve dans un camp, il sait absolument pas ce que c'est, et là son premier choc, quand il rentre dans le hall d'accueil où il a un bungalow dans des circonstances un peu spéciales, voilà, c'est l'endroit où il a envoyé sa femme l'a acheté, lui a donné un peu d'argent pour qu'elle puisse... Finalement, cet homme, il avait qu'une chose dans sa vie, c'était son travail, les tournages, tout le monde rapide de la pub. Sa femme avait ce bungalow où elle partait avec leur fille souvent seule, parce que c'était un homme qui consacrait tout à sa carrière, et en retrouvant cet endroit, évidemment, il essaye de retrouver un peu des bribes, des choses, des présences de ce qu'il a perdu. Il va découvrir que c'est un camp, oui, mais un camp naturiste. Oui, tout à fait. Alors, le hasard, justement, j'en reviens 10 ans après, comment la narratrice, justement, nous replonge dans les 10 ans avant, avec Tess, sa femme, et les 10 ans après, seul, face à lui-même, dans ce centre de naturistes. C'est-à-dire que Tess, qui n'est pas vraiment dans la fiction, mais elle réapparaît tout le temps, elle est dans sa tête. C'est-à-dire que c'est un petit peu, évidemment, à travers ce voyage estival, il va aussi recoller ses propres morceaux et sa propre histoire avec Tess. C'est-à-dire qu'il rentre dans ce bungalow où elle a
passer quasiment tous ses étés avec son fils sans lui, et il va découvrir sa femme, il va découvrir quelle femme c'est aussi à travers les autres personnages qu'il va rencontrer dans le camp, qui sont des amis de sa femme. Il va découvrir un pull turquoise dans une taille XXL, en fait un pull de quelqu'un d'inconnu. On va savoir, on va comprendre à la fin du livre à qui ce pull était destiné. Donc c'est une espèce de chasse au trésor du passé, c'est-à-dire que dans ce serait un transfert aussi de ce qu'on a mal vécu et qu'on va essayer de revivre et de reconstruire en allant dans ce bungalow. Et c'est un lieu que vous dites Montalivet. C'est connu ce lieu là-bas? Oui, c'est vraiment un centre hélio-marin en fait. C'est un des premiers centres en France où voilà, des gens ont des bungalows, c'est le long de l'océan Atlantique, une pinède, et décident de passer leur vie nue. Et le naturisme en fait, c'est une philosophie de vie, un idéal de vie. C'est pas uniquement entre nudiste et naturiste. D'ailleurs, lui va découvrir ça. Au début, évidemment, la nudité va terriblement choquer. Il va rester vraiment enfermé dans son bungalow pendant des jours. Et petit à petit, avec cette obligation de se déshabiller physiquement et de recontacter, il va se retrouver aussi dans une forme de nudité morale obligatoire. Parce que quand vous n'avez plus de vêtements qui signent votre appartenance sociale, qui signent qui vous êtes, quand vous devez être qui vous êtes, mais de votre habit de naissance, c'est-à-dire un homme et une femme. Est-ce qu'effectivement, il accepte de vivre avec ses congénères qui n'ont pas du tout la même vision et qui ont chacun leur histoire? Ce sont des êtres humains. Alors, quelle est l'histoire de tous ces personnages? Chaque personnage a une histoire. En fait, il va très vite se rendre compte que ces gens qu'il rencontre sont tous plus ou moins des éclopés de l'âme comme lui. Le camp Robinson, c'est une espèce de clinique de l'âme où on arrive comme dans une salle d'opération, juste habillé de son strict essentiel. Et que ce soit Gilou, qui est très amoureux de sa femme et qui finalement accepte l'inacceptable pour pouvoir garder ce à quoi il tient, que ce soit Esther, qui est une femme qui a eu une souffrance d'enfance et qui finalement, à travers un narcissisme forcené, un besoin de séduire constant, va aussi trouver son équilibre. Chaque personnage est à la fois fracturé et cherche quelque part dans ce lieu quelque chose qui les réunit et qui les unifie, parce que finalement la nudité oblige à avoir un corps et à avoir la conscience de ce corps. On est dans une société extrêmement virtuelle où les cerveaux surchauffent et où les corps sont oubliés et où les corps deviennent des vecteurs de fantasmes, de violence, et quelque part là-bas c'est l'unification entre l'esprit et le corps, parce que le tout fait un être humain équilibré. Vous dites un moment dans le roman, nu, on devenait transparent, on lâchait ses défenses en même temps que sa pudeur, on épluchait ses bobos intimes comme on traquait un poil superflu, et cessons de faire du corps un drame. Oui, dans tous ses états. Bien sûr, cessons de faire du corps un drame. Je peux d'autant plus le dire qu'en tant qu'ex-danseuse, un violoniste ne peut pas avoir de problème avec son instrument. Il est obligé de s'en faire son allié, son ami. C'est la même chose, un danseur a cette chance merveilleuse de pouvoir très jeune composer avec son corps de manière pacifique et harmonieuse. On voit aujourd'hui combien le corps a une image forte. On le voile, on le cache, on le dénigre, on le survalorise. Donc quelque part, le corps, quand il devient l'ennemi de l'homme, quand l'homme devient ennemi avec son propre corps, et quand il n'est pas intégré de façon harmonieuse et globale, il y a forcément une forme de schizophrénie qui rend l'être humain boiteux. Alors, Sébastien, qui rencontre Mona, prof de yoga. Oui, alors... Qu'est-ce qu'elle va lui apporter dans ce déséquilibre, dans cette recherche cet mentale homme, oui. et physique, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il sort quand même d'une dépression maniaco-dépressive. Non, on ne va pas dire maniaco-dépressif. Pas tout à fait non, ça. C'est pas la même chose. Maniaco-dépressif, c'est une pathologie. Il n'est pas. Là, il est dépressif. Il est au bout du fracturé. rouleau. Il est proche du burn-out. Il est divorcé. Sa femme l'a quitté. Elle est partie avec son fils à Londres. Il picole trop. Il prend des somnifères parce qu'il ne peut plus dormir. Bon, il est dépendant. Donc, il est dépendant de certaines choses. Et surtout, sexuellement et au niveau de sa vie amoureuse, il est dévasté. Voilà. Donc, il n'a plus de désir pour rien. Et puis, il ne croit même plus en l'amour. C'est-à-dire qu'il se rend compte que tout fout le camp et qu'il a tout laissé. Et il se sent même plus digne d'être aimé. Et finalement, il va voir cette Mona qui est une belle femme et qui est prof de yoga. Alors, tous les naturistes ne font pas du yoga. Et il se trouve que cette bande,
cette bande qu'il rencontre, ce sont des gens qui sont à la recherche de quelque chose d'autre que de la vie matérielle. Ils sont en recherche d'une évolution spirituelle. Donc c'est ce choc entre lui qui a toujours vécu dans quelque chose de très matériel, il voit les gens comme des winners ou des losers, c'est-à-dire on gagne ou on perd, on peut pas remplir sa vie d'autre chose que de récompenses matérielles ou qui glorifient l'ego. Bien sûr. Avec ces êtres-là, il va découvrir des choses. Donc Mona est une femme qui va petit à petit apprécier, désirer, mais sans pouvoir la consommer. Parce que là aussi, toutes les règles ont changé et toutes les règles changent dans ce corps. Les dunes sauvages, c'est un lieu effectivement un peu de thérapie où on peut se retrouver avec soi-même. Surtout se reconnecter avec la nature, et avec l'essentiel. Justement, il y a ce passage-là où on respire ces odeurs, ces senteurs, la mer, l'océan, le feuillage. Ce passage-là est très intéressant. C'est la deuxième partie, oui, je pense. Et je trouve que... Enfin, et là, on est vraiment... C'est-à-dire qu'au début, on a du mal à rentrer dans le livre, parce qu'il faut comprendre l'état de Sébastien. Voilà. Et la deuxième partie, là, vraiment, il accepte de retirer son slip, parce qu'il accepte d'être nu face à ce camp. Et on est plongé vraiment dans cette dune sauvage. Mais il fallait rentrer dans ce... En tout cas, pour moi, c'était voulu de rentrer dans un rythme très, très rapide et décousu dans sa tête, puisque j'ai voulu que l'écriture prenne le rythme de l'intériorité de Sébastien. Donc au début, ça va très vite, tac, tac. Et dès qu'il petit à petit, il commence à s'apaiser. Tout d'un coup, l'intériorité, le mental fou, le chaos du mental va s'apaiser et finalement, le chaos du mental va laisser place à l'extérieur, à l'harmonie de la nature, à la puissance de la nature qui petit à petit va le pénétrer et va le calmer. Tout d'un coup, il va se poser et regarder les choses. Il le regarde bien. Il le regarde bien et sans laisser pénétrer. Les dunes sauvages, ça fait partie un peu de votre culture, Marido, puisque vous êtes Peul de par votre père. Et bretonne, de l'autre côté. Oui, alors effectivement, il y a l'océan. Oui, l'océan, la montagne. J'aime la mer. On est dans le Sahel, Mauritanie, le désert. Oui, mais mon père est guinéen surtout. Et donc, les dunes sauvages, est-ce que c'est une façon à vous d'avoir, non pas dit l'Afrique en elle-même, mais nous faire voyager dans vos racines par rapport au désert, le Sahara, tous ces montagnes russes. Oui, pour moi, ces racines sont, si on accepte que mon père est guinéen, donc la Guinée, c'est au bord de l'océan Atlantique. On est d'accord, la Bretagne aussi. Je suis surtout une amoureuse folle de la mer, de l'océan. D'accord, donc là, effectivement, on est chez vous, on voyage, même si c'est les dunes sauvages, on est dans le désert, dans le Sahara. C'est un thriller psychologique, un petit peu comme on voit au cinéma, par rapport à Sébastien qui lutte avec ses fantômes, ses nouveaux congénères, la spiritualité, parce que vous parlez beaucoup de spiritualité, ce gourou qui connaît plein de choses, ce gourou. Ce vieil homme, il le traite de gourou, mais finalement, c'est un homme qui a des convictions spirituelles, qui a perdu sa femme, qui est en contact avec l'âme de sa femme. Et aussi l'âme de... Voilà, et qui ressent des choses, qui est un petit peu médiumnique. Et Seb, qui ne croit en rien de ce qui n'est pas matériel, va découvrir aussi un petit peu de l'ineffable, de tout ce qui ne se voit pas, mais qui se ressent. Il va passer, pour moi, ce voyage, c'est de passer de l'extériorité au ressenti. C'est de passer de la richesse matérielle extérieure, signe extérieur de richesse, de réussite, de reconnaissance, à l'intériorité, au ressenti, à l'intuition, à la sensualité, non pas sexuelle extérieure, mais la sensualité d'une peau caressée par le vent, caressée par l'eau, caressée par les vagues de l'océan. Et accepter cette sensualité-là. Parfait. Et pour terminer, c'est un roman qui est le miroir de notre société existentielle, métaphysique et une quête de soi pour sortir de cette crise 40 ans, 50 ou 60 ans, n'est-ce pas ? Humaine. Aujourd'hui, l'être humain a besoin de se reconnecter avec lui-même. Très bien. Son essentiel. Je rappelle le titre du roman, Les dunes sauvages, édition Plomb de Marido. C'est mieux de vous appeler Marido ? Marido, c'est mon nom d'auteur, oui. Mon nom d'auteur. Oui. Marido, merci de votre fidélité, de très belles lectures avec Évasion littéraire. Et merci à vous, Marido, d'avoir accepté mon invitation. Ce fut un plaisir de faire ce voyage initiatique avec vous sur le plateau. Habillé sur le plateau d'OM5 dans les dunes sauvages. Merci beaucoup. Merci.